On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais pour Hélène, la vengeance était le feu qui la consumait, la promesse silencieuse faite sur la tombe de son père qui était devenue sa seule raison d'exister. Elle était un fantôme au visage d'ange, une femme capable de façonner le mensonge parfait, mais incapable de faire taire la vérité assourdissante de sa perte. Avec son passé détruit et son avenir incertain, elle s'échappe vers le seul endroit qui détient la clé de sa vengeance, un gala scintillant, un monde d'ombres et de pouvoir qui n'est pas le sien. C'est un acte de guerre déguisé en entrée, une seule nuit pour trouver la faiblesse d'un roi. Mais dans la foule, un regard la trouve. Et il appartient à un homme qui possède la ville depuis son trône de verre et d'acier. Il est Frank Costello, un nom chuchoté avec crainte, un homme sculpté dans le contrôle et le silence, un architecte d'empire, un prédateur qui voit la faille en toute chose et en chacun. Il ne l'aborde pas avec une menace, il l'aborde avec un défi, avec un regard qui voit le feu derrière ses yeux et avec une immobilité qui commande la pièce entière. Leur connexion n'est pas une rencontre fortuite, c'est un test. Elle ne cherchait pas un allié, elle cherchait une cible. Au lieu de cela, elle a trouvé un miroir. Ceci est l'histoire d'une femme qui a fait de la vengeance son monde entier, jusqu'à ce qu'elle rencontre le seul homme dont le passé était un reflet parfait et tragique du sien. C'est un conte sur la façon dont la ligne entre le chasseur et la proie peut s'estomper, et comment un homme qui ne fait confiance à personne peut devenir obsédé par la seule femme qui est entrée dans sa vie avec un mensonge. Alors, retenez votre souffle et laissez le premier secret vous entraîner dans notre histoire. Commentez avec un emoji Blackbone, pion, si vous croyez que les jeux les plus dangereux sont ceux que l'on joue avec le cœur, et abonnez-vous pour plus de récits d'hommes dangereux et des femmes qui osent les défier. Préparez-vous pour l'histoire d'une femme en mission de vengeance et du chef de la mafia qui a conquis son cœur. La robe était une arme, rouge, la couleur du sang et de la vengeance. Hélène lissa le tissu de soie qui épousait ses courbes, la matière fraîche contre sa peau fiévreuse. Dans le miroir en pied de son modeste appartement, elle ne se voyait pas. Elle voyait un personnage, une façade méticuleusement construite pour une seule nuit, pour un seul but. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon bas et élégant, exposant la ligne vulnérable de son cou, une contradiction délibérée avec l'armure qu'elle portait. Ses mains, habituellement stables, tremblaient légèrement alors qu'elle saisissait la petite pochette en velours noir. À l'intérieur, seulement l'essentiel. Une invitation, un tube de rouge à lèvres et la photographie mentale de l'homme qu'elle était venue détruire. Frank Costello. Le nom résonnait dans son esprit comme un glas funèbre. Elle prit une profonde inspiration, l'air remplissant ses poumons sans calmer la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. « Montre, ne raconte pas », se rappela-t-elle, la maxime de son ancien professeur de théâtre. Ne montre pas la nervosité, montre la confiance, ne montre pas la peur, montre le pouvoir. Ce soir, elle n'était pas Hélène, la jeune femme dont le monde avait été réduit en cendres. Elle était une apparition, un mystère enveloppé de soie rouge, prête à entrer dans la fosse aux lions. La salle de bal du Metropolitan Grand Hotel était une agression pour les sens. L'éclat d'un millier de cristaux des lustres gigantesques se brisait dans l'air, dansant sur les épaules nues et les bijoux coûteux. Le murmure des conversations puissantes était une symphonie de secrets et de marchés, ponctuée par le tintement des flûtes de champagne. L'air était épais, lourd du parfum des orchidées et de la richesse obscène qui y circulait. Hélène sentait le pouvoir, un mélange enivrant de vieille fortune et de nouvelle ambition, et sous tout cela une subtile touche de danger comme l'ozone avant un orage. Elle se déplaça dans la foule avec une grâce étudiée, la colonne vertébrale droite, le menton haut. Chaque pas était délibéré, chaque sourire qu'elle offrait à un visage de passage était un masque. Ses yeux, cependant, ne souriaient pas. Ils balayaient, cherchaient, chassaient. Elle prit une flûte de champagne sur un plateau qui passait. Le froid du cristal, un point d'ancrage dans le vortex de ses émotions. Son cœur battait contre ses côtes, un rythme frénétique qui semblait bien trop fort dans le vacarme contrôlé de la pièce. « Il est là », pensa-t-elle. « Je peux le sentir. » Et puis le murmure de la salle changea. Ce n'était pas un changement radical, mais un déplacement subtil d'énergie, comme si la pression atmosphérique avait soudainement chuté. Les conversations hésitèrent, les sourires devinrent plus rigides. Les gens se redressèrent,
leurs regards se tournant discrètement vers la grande entrée cintrée. Hélène suivit le courant invisible et le vit. Frank Costello n'entra pas dans la pièce. Il la consuma. Il n'était ni le plus grand homme, ni le plus ostensiblement vêtu. Il portait un costume noir impeccable, taillé avec une précision qui en disait plus sur son pouvoir que n'importe quel bijou. C'était l'immobilité autour de lui qui le définissait. Il se déplaçait avec une économie de mouvement, une certitude létale qui faisait paraître tous les autres maladroits et bruyants. Ses cheveux étaient sombres, parsemés d'argent aux tempes, et son visage semblait sculpté dans la pierre, avec une mâchoire forte et une bouche qui ne semblait pas habituée à sourire. Mais ce furent ses yeux qui coupèrent le souffle d'Hélène. Ils étaient d'un bleu glacial, d'une clarté surprenante, et semblaient absorber toute la lumière de la pièce, ne réfléchissant rien en retour. C'étaient les yeux d'un prédateur alpha, des yeux qui voyaient tout, analysaient tout, et ne révélaient rien. Il s'arrêta, un de ces hommes murmurant quelque chose à son oreille. Frank ne se tourna pas, hochant simplement la tête de manière presque imperceptible. Son regard balaya la pièce, un scan lent et possessif. Hélène sentit ses yeux passer sur elle, un contact physique, un frisson qui parcourut son échine. Pendant un instant, elle ressentit une panique primale, l'instinct de la proie qui vient d'être repéré. Elle força ses doigts à desserrer leur prise sur le verre. « Reste calme, tu es le chasseur, pas la proie. » Le plan était simple en théorie, se faire remarquer, l'intriguer, utiliser sa beauté et son mystère comme appât pour s'approcher suffisamment afin de trouver une faiblesse, une fissure dans sa forteresse. L'exécution, découvrait-elle, était tout autre chose. Être dans la même pièce que lui, respirer le même air, c'était comme se tenir près d'un champ de force. L'intensité qu'il projetait était écrasante. Elle s'éloigna du centre de la pièce, se positionnant près d'une grande fenêtre donnant sur la nuit scintillante de la ville. Elle feignit de s'intéresser aux lumières, lui présentant son dos, un mouvement calculé pour piquer sa curiosité. Dans une pièce où tout le monde se disputait son attention, l'indifférence était une provocation. Elle sentit son approche avant de l'entendre. C'était un changement dans l'air derrière elle, une ombre qui bloquait la lumière de la salle de bal. Son odeur l'atteignit en premier, pas une eau de Cologne lourde, mais quelque chose de plus subtil et d'infiniment plus masculin. Un mélange de laine coûteuse, une pointe de whisky et autre chose, quelque chose de net et de frais comme l'air de la nuit. « Vous semblez perdu dans vos pensées », dit une voix à côté d'elle. La voix était exactement comme elle l'avait imaginé, profonde, calme, avec un timbre qui vibrait dans l'air et semblait se loger directement dans ses os. Hélène se tourna lentement, composant ses traits en une expression de légère surprise. « J'admirais juste la vue », répondit-elle. Sa propre voix un peu plus haletante qu'elle ne l'aurait souhaité. Il est facile de s'y perdre. Ses yeux bleus l'évaluèrent. Ce n'était pas le regard appréciateur d'un homme regardant une belle femme. C'était plus profond, plus analytique. C'était comme s'il essayait de lire les pages d'un livre écrit dans une langue qu'il ne connaissait pas mais qu'il était déterminé à déchiffrer. « Il y a des vues bien plus intéressantes ici », dit-il, et le coin de sa bouche se souleva dans quelque chose qui était presque un sourire, mais n'atteignit pas ses yeux. Ce geste minimal la déstabilisa. « Cela dépend de ce que vous cherchez », répliqua-t-elle, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Elle porta la flûte à ses lèvres, un mouvement pour cacher le tremblement qui menaçait de la trahir. Le champagne descendit comme du papier de verre dans sa gorge sèche. Il fit un pas, comblant l'espace entre eux. Elle pouvait maintenant voir les fines lignes autour de ses yeux, témoignage de nuits blanches et de décisions difficiles. Il était plus imposant de près, une présence physique qui exigeait d'être reconnue. « Je suis Frank Costello. » Il ne tendit pas la main. Il énonça simplement son nom comme un fait, comme on pourrait déclarer la possession d'un territoire. « Hélène » dit-elle, omettant son nom de famille. Un mystère était plus séduisant. « Juste Hélène » La question était douce, mais elle avait du poids. Oh, pour l'instant. Un silence tendu s'installa entre eux. Il n'était pas gênant, mais chargé, rempli de mots non dits. C'était un test, une évaluation mutuelle. Hélène pouvait sentir son regard sur elle, cataloguant chaque détail, la façon dont elle tenait son verre, le pouls subtil dans son cou, la façon dont elle refusait de détourner le regard. Il était habitué aux femmes qui tressaillaient sous son examen. Hélène se força à rester immobile, à soutenir son regard,
à être son égal dans ce duel silencieux. « C'est de la folie !» cria une voix dans son esprit. « C'est une erreur, il peut voir à travers toi. » Mais sous la peur, quelque chose d'autre, de plus dangereux, bouillonnait. Une étincelle d'exaltation, le frisson de danser si près du feu. Elle se détestait pour cela, pour la faiblesse, pour la façon dont son corps réagissait à lui, une trahison de la mémoire qui la guidait. « Vous n'êtes pas d'ici, » affirma-t-il, « ce n'était pas une question. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Personne dans cette pièce ne regarde les lumières de la ville, » dit-il. Son ton bas et confidentiel. Ils se regardent tous les uns les autres, se demandant qui a le plus de pouvoir. Vous semblez désintéressé par le jeu. « Ah, je suis intéressé, pensa-t-elle. Je joue juste à un jeu différent. Peut-être que je trouve leur jeu ennuyeux, dit-elle à voix haute. Le fantôme d'un sourire toucha à nouveau ses lèvres. Peut-être qu'il l'est, ou peut-être que vous cherchez juste un joueur plus intéressant. Le défi était lancé, suspendu dans l'air entre eux. Son plan était d'infiltrer son monde, mais debout ici, sous le poids de son regard, elle avait l'impression que c'était lui qui tenait la porte ouverte. Et elle ne savait pas si elle entrait en tant qu'invitée ou en tant que prisonnière. « J'ai l'œil pour les choses rares et belles, Hélène, » dit Franck, sa voix tombant à un murmure destiné à elle seule. « Et vous êtes la chose la plus rare que j'ai vue dans cette pièce ce soir. » Il leva la main non pour la toucher, mais pour prendre son verre vide. Ses doigts effleurèrent les siens pendant une fraction de seconde. Le contact fut électrique, une secousse qui la traversa, chaude et inattendue. Il tendit le verre à un serveur proche sans un regard, ses yeux bleus toujours fixés sur les siens. « Restez, » dit-il. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre doucement formulé. Il se tourna et s'éloigna, immédiatement avalé par un groupe d'hommes en costume. Hélène resta figée, l'endroit où ses doigts l'avaient touché picotant. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, qui étaient maintenant parfaitement stables. Le tremblement avait disparu, remplacé par une clarté glaciale. La première étape du plan était un succès. Elle avait son attention. Mais alors qu'elle regardait sa silhouette puissante de l'autre côté de la pièce, une vérité terrifiante s'installa dans son cœur. Elle était venue chasser un monstre, mais elle n'était pas préparée à l'homme. Et dans le jeu dangereux qui allait commencer, elle se demandait qui tenait vraiment l'appât et qui était sur le point de mordre à l'hameçon. Le mot resta en suspens dans l'air longtemps après son départ. « Restez ». C'était un ordre enveloppé dans le plus mince voile d'une suggestion, et il se noua au creux de son estomac. Pendant l'heure qui suivit, Hélène fut un fantôme au festin. Elle dériva entre les conversations, un sourire poli fixé sur ses lèvres, acquiescent à des présentations de personnes dont les noms s'évaporaient au moment où elle les entendait. Mais sa conscience, chaque nerf tendu de son corps était lié à lui. Elle n'avait pas besoin de regarder, elle pouvait sentir sa présence, une attraction gravitationnelle qui déformait l'énergie de la pièce autour de lui. Elle sentait ses yeux sur elle périodiquement. Un regard bref et évaluateur, qui était aussi possessif qu'une main sur sa peau. Elle était une pièce d'échec qu'il venait de mettre en jeu, et maintenant il observait l'échiquier, calculant ses 10 prochains coups. La pensée lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. C'était une chose de planifier une guerre à distance, d'étudier des cartes et des profils de l'ennemi. C'en était une autre d'être sur le champ de bataille, de respirer l'odeur de la poudre et de réaliser que l'ennemi n'était pas un monstre sur une page, mais un homme de chair, de sang et d'une perception déconcertante. Alors que la nuit commençait à s'effilocher, la foule s'éclaircit. L'orchestre rangea ses instruments, remplacés par le cliquetis étouffé du personnel débarrassant les verres. La grande salle de bal, autrefois une mer de vie vibrante, semblait maintenant vaste et vide, remplie d'échos et d'ombres. Hélène resta près de la fenêtre, une silhouette solitaire en rouge contre l'obscurité tentaculaire de la ville. Elle était restée, comme on le lui avait ordonné. Maintenant, c'était à lui de jouer. Le son de ses pas sur le sol en marbre était reconnaissable entre tous, chaque pas délibéré et sûr. Il s'arrêta à côté d'elle, et le silence s'étira, plus épais cette fois, plus intime dans la pièce caverneuse qui se vidait. « Je suppose que votre soirée a été tolérable ?» dit-il, sa voix un grondement sourd. « Ce fut une éducation », répondit Hélène en se tournant pour lui faire face. Le masque de l'invitée mystérieuse commençait à lui peser. « Ah oui? Et qu'avez-vous appris ?»
Il appuya une épaule contre le cadre de la fenêtre, une posture décontractée qui démentait l'intensité de son regard. Elle choisit ses mots avec soin. « J'ai appris que dans une pièce pleine de gens qui essaient de crier, l'homme le plus silencieux est celui qui est vraiment entendu. » Une lueur de quelque chose, surprise, respect, traversa ses traits avant d'être réprimée. Une observation pertinente. La plupart des gens sont trop occupés à faire du bruit pour écouter. Il l'étudia, la tête légèrement inclinée. Vous écoutez, vous observez. Pourquoi? C'était le précipice. Un mot de travers, un faux pas pouvait la faire basculer. Sa couverture devait être aussi impeccable que sa robe. « Je suis une étudiante de la nature humaine », dit-elle, le mensonge ayant un goût de cendre dans sa bouche. « C'est un passe-temps. »« Un passe-temps dangereux », répliqua-t-il doucement. « Parfois, on voit des choses qu'on n'est pas censé voir. Ou on voit la vérité que tout le monde prétend ne pas exister. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, une parcelle de son vrai moi perçant à travers la façade. Les yeux de Frank se plissèrent. Il se détacha du cadre de la fenêtre, son corps semblant remplir l'espace entre eux sans qu'il ne fasse un pas. « J'ai une fondation, une fiducie pour les arts et les antiquités. C'est l'une de mes entreprises les plus légitimes. » Le coin de sa bouche tressaillit, reconnaissant son propre humour noir. « J'acquiers des pièces, parfois lors de ventes aux enchères, parfois auprès de collections privées. Cela demande de la discrétion et un œil aiguisé pour la valeur, pour ce qui est authentique et ce qui est une contrefaçon habile. » Hélène sentit son cœur recommencer à battre à son rythme effréné. Elle savait où cela menait. C'était ça. La porte s'entr'ouvrait. Pourquoi avait-elle l'impression que c'étaient les barreaux d'une cage qui se refermait? « Je cherche une consultante, » continua-t-il, sa voix douce comme du velours. « Quelqu'un pour évaluer les acquisitions potentielles, quelqu'un avec un œil vif et la capacité de se mouvoir dans des cercles comme celui-ci sans faire de bruit. » Il fit une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. « Quelqu'un comme vous. » L'offre était absurde. Elle n'avait aucune qualification formelle, aucune histoire qu'il pourrait vérifier qui mènerait à cette conclusion, ce qui signifiait que ce n'était pas une offre d'emploi. C'était un test, c'était une laisse. Il n'engageait pas une consultante, il acquérait une curiosité. Sa chose rare et belle. « Monsieur Costello, je suis flatté, mais je ne suis pas sûr d'être qualifié, » dit-elle, injectant une note d'honnêteté hésitante dans son ton. Il était crucial qu'elle ne paraisse pas trop empressée. « Je serai le seul juge de cela, » rejeta-t-il son ton final. « Vous avez l'œil pour la vérité. Je l'ai vu au moment où je vous ai regardé. C'est une qualification qui ne peut être ni achetée ni enseignée. » Il l'observa, attendant sa réaction, jaugeant la moindre de ses émotions. « Le poste est généreux. Il exigerait que vous soyez disponible, pour voyager, parfois à court préavis, et il exigerait une loyauté absolue. » Loyauté. Le mot était une gifle. L'ironie était si amère qu'elle pouvait presque la goûter. Elle était là pour démanteler son empire, pour rembourser une dette de sang, et il lui parlait de loyauté. Pendant une seconde fugace, l'image d'un feu, d'un visage bienveillant déformé par le chagrin, traversa son esprit. La douleur brute et cuisante de ce souvenir fut une encre vitale. Elle lui rappela pourquoi elle se tenait là, pourquoi elle devait dire oui. « Il ne s'agit pas de toi, » se dit-elle férocement. « Il s'agit d'eux. » Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, jouant son rôle. « Dites oui. » Encore une fois, l'ordre doucement formulé. Elle croisa son regard, le maintenant pendant un long moment. Elle le laissa voir le conflit fin dans ses yeux, l'hésitation fabriquée, avant de hocher la tête lentement et délibérément. « Oui. » Une satisfaction froide et profonde s'installa dans ses yeux. Il avait gagné. Il avait réclamé son prix. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit une carte. C'était un carton épais et lourd, noir mat. Il la lui tendit. Hélène la prit. Ses doigts effleurèrent à nouveau les siens et cette fois, la secousse était familière, un courant dangereux auquel elle apprenait déjà à s'attendre. Il n'y avait pas de nom sur la carte, pas de société. Juste une adresse et un numéro de téléphone embossé en argent vif. « Soyez à cette adresse demain, 10 heures précises, » dit-il. « Nous discuterons des détails de votre emploi. » Il se redressa, sa présence redevenant formelle, distante. La transaction était terminée. « Mon chauffeur vous ramènera chez vous. »« Ce ne sera pas nécessaire, »
dit-elle, une étincelle de sa propre défiance revenant. « Je peux trouver mon propre chemin. » Pour la première fois cette nuit-là, un sourire authentique, sans joie, toucha les lèvres de Frank Costello. « Je n'ai aucun doute que vous le pouvez, Hélène. Mais ce soir, vous prendrez ma voiture. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. C'était un état de fait, un rappel de qui était aux commandes. Il se tourna et s'éloigna sans un autre mot, la laissant seule dans la salle de bal silencieuse, la carte noire semblant aussi lourde qu'une pierre dans sa main. Le trajet de retour fut un flou de lampadaires striant le cuir poli de l'intérieur de la berline. Le silence à l'intérieur du véhicule était absolu, le chauffeur une ombre stoïque derrière une vitre. Hélène pencha la tête en arrière, la soie rouge de sa robe lui semblant être la peau d'une étrangère. Le costume. Le personnage qu'elle avait joué avait disparu, et tout ce qui restait était Hélène, son cœur un nœud emmêlé de triomphe et de terreur. Elle l'avait fait. Elle était dedans. Elle avait un accès, une raison plausible d'être dans son orbite. C'était une victoire bien plus grande et bien plus rapide qu'elle n'avait osé l'espérer. Mais le goût n'était pas sucré. Il était métallique, comme le sang. La proximité avec lui, la force pure de sa personnalité, était une variable qu'elle n'avait pas correctement calculée. Il n'était pas juste un nom sur un dossier, un méchant sans visage. Il était une force gravitationnelle, et elle pouvait déjà se sentir entraînée dans sa marée dangereuse. Elle ferma les yeux, et le souvenir qu'elle gardait enfermé se libéra. Une rue de banlieue tranquille, l'odeur du bois brûlé, le hurlement aigu des sirènes se rapprochant, toujours trop tard, et une promesse qu'elle avait faite au fantôme de son père, un murmure sur une tombe froide. Ouvrant les yeux, elle baissa le regard sur la carte noire dans sa main. C'était une clé, une arme, et peut-être une condamnation à mort. Elle était entrée dans la fosse au lion, et le lion venait de lui offrir une cage dorée. Et demain à 10 heures, elle entrerait volontairement à l'intérieur et verrouillerait la porte derrière elle. Le lendemain matin, la robe rouge gisait en tas sur une chaise dans son appartement, une peau de serpent abandonnée. À sa place, Hélène choisit une armure d'un autre genre, une robe fourreau gris anthracite, d'une élégance sévère, son col montant et son ourlet modeste une réprimande brutale à la femme de la veille. Ses cheveux étaient tirés en arrière, non pas en un chignon élégant, mais en une queue de cheval serrée et fonctionnelle. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de séduction, il s'agissait d'infiltration. Elle était un soldat se présentant au rapport. La pensée était sombre, mais elle stabilisa le tremblement de ses mains alors qu'elle réappliquait une nuance neutre de rouge à lèvres. L'adresse sur la carte noire ne la mena pas à un entrepôt sombre ou à un manoir tape-à-l'œil, mais à un gratte-ciel de verre fumé et d'acier qui transperçait le ciel du centre-ville. Costello Industries était gravé en lettres d'argent discrètes au-dessus des portes tournantes. Le hall était une cathédrale du pouvoir corporatif, tout en marbre brillant et en efficacité feutrée. Ça sentait l'air pur et froid. Et l'argent. Tellement d'argent. Hélène sentit une vague de nausée. Cet empire, poli et légitimé, était construit sur une fondation de vie brisée, celle de sa famille incluse. Elle donna son nom à la réceptionniste, une femme au sourire placide qui n'atteignait pas ses yeux. Sans un mot, la femme tapa sur un clavier, puis fit un geste vers une batterie d'ascenseurs privés. « L'étage Penthouse, Monsieur Costello vous attend. » Il n'y avait pas de bouton à presser à l'intérieur de l'ascenseur. Les portes se refermèrent avec un sifflement doux et final, et la cabine commença son ascension, silencieuse et d'une rapidité déconcertante. Hélène regarda les numéros d'étages grimper, chacun un pas de plus vers les nuages, un pas de plus loin du sol solide de son ancienne vie. Elle appuya sa paume à plat contre la paroi d'acier froide, sans cran. « C'est pour papa », psalmodia-t-elle dans son esprit, les mots une prière désespérée. « C'est pour la justice ». L'ascenseur s'ouvrit directement sur une zone de réception vide, à l'exception d'une immense peinture abstraite, un tourbillon chaotique de noir et d'or qui semblait absorber tout son. Le tapis était si épais qu'il étouffait ses pas, lui donnant l'impression d'être une intruse dans un espace sacré. Une femme à l'allure sévère en tailleur sombre apparut d'une porte latérale. « Par ici », fut tout ce qu'elle dit. Elle mena Hélène le long d'un large couloir minimaliste, jusqu'à une paire de portes imposantes en bois sombre et poli. La femme en ouvrit une, la tint, puis se retira, la refermant derrière Hélène,
avec un clic lourd et définitif. Le son de la porte se fermant résonna dans le silence comme un coup de feu. Le bureau de Franck n'était pas un bureau, c'était un royaume. Un mur entier était une seule vitre, offrant une vue à couper le souffle, divine, sur la ville tentaculaire en contrebas. Le bureau était une vaste étendue de bois sombre, vide, à l'exception d'un ordinateur portable élégant et d'un petit dragon de jade finement sculpté. L'air sentait le cuir vieilli, le café fraîchement moulu, et la même odeur subtile, nette, qui s'accrochait à lui. C'était l'odeur du contrôle absolu. Il n'était pas derrière le bureau. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les mains jointes derrière lui. Il regardait sa ville. On dit que d'un point de vue assez élevé, dit-il, sa voix calme et résonnante sans se retourner, les gens ressemblent à des fourmis, insignifiantes, faciles à écraser. Le sang d'Hélène se glaça. Ce n'était pas une observation désinvolte, c'était une déclaration de philosophie, c'était un avertissement. « Je pense que ça dépend de la personne qui regarde », répondit-elle, sa voix stable malgré le battement frénétique dans sa poitrine. Il se tourna alors, lentement. Il portait un autre costume impeccable, celui-ci d'un bleu marine profond, mais avait renoncé à la cravate. Le col ouvert de sa chemise blanche impeccable lui donnait un air détendu qui était plus menaçant que n'importe quelle formalité. Ses yeux bleus la balayèrent, observant sa robe sévère, sa queue de cheval serrée. Il nota la transformation et une lueur de quelque chose d'illisible passa dans son regard. « Une réponse intéressante », dit-il en s'éloignant de la fenêtre. Il ne se dirigea pas vers elle, mais arpenta la longueur de la vitre, ses mouvements fluides et prédateurs, comme une panthère patrouillant le bord de son territoire. « Venez ici. » Ses pieds semblèrent de plomb, mais elle obéit, traversant le vaste espace jusqu'à se tenir à côté de lui, la ville étendue à leurs pieds. La hauteur était vertigineuse. Pendant un moment, elle ressentit une envie terrifiante et irrationnelle de tomber, de laisser le ciel l'avaler et mettre fin à cette mascarade. Elle serra les poings à ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La petite douleur aiguë était une encre bienvenue à la réalité. « J'ai acquis quelque chose récemment », dit-il, faisant un geste vers une table basse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Dessus reposaient 2 pièces de monnaie romaines identiques, leur surface verdie par l'âge. L'une est un authentique denier d'argent du règne de l'empereur Tibère, une pièce d'histoire inestimable. L'autre est une contrefaçon brillante, fabriquée à Istanbul l'année dernière. « Dites-moi laquelle est laquelle ?» C'était ça, le test. Cela n'avait rien à voir avec l'art et tout à voir avec elle. Il testait son sang-froid, son intuition, sa capacité à voir au-delà de la surface. Elle sentit une sueur froide perler à la racine de ses cheveux. Elle ne connaissait rien aux pièces de monnaie romaines. Elle prit une profonde inspiration, forçant la panique à redescendre. Elle ne pouvait pas montrer son ignorance. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Elle devait jouer le rôle qu'il lui avait attribué. La femme avec l'œil pour la vérité. Hélène se pencha sur la table, son esprit tournant à plein régime. Elle ne regarda pas les détails des pièces, les profils des Césars ou les inscriptions latines. Elle ne serait pas capable d'y repérer un défaut. Au lieu de cela, elle essaya de les sentir. Elle se souvint de son père, un architecte, lui disant que les vieilles choses ont un poids, une âme. Regarde l'histoire, Hélène, pas seulement la structure. Elle laissa ses yeux se défocaliser légèrement. Une pièce semblait inerte sur le tissu de velours. Elle était parfaite, presque trop parfaite. Ses bords étaient nets, l'image précise. L'autre semblait différente. Ses bords étaient plus doux, usés par un millier de mains, un millier de poches, 2000 ans d'existence. Il y avait une entaille microscopique près du menton de l'empereur, une imperfection qui ne parlait pas d'une erreur de faussaire, mais d'une vie vécue. Elle avait une présence, un poids. Elle se redressa et regarda directement Franck. Elle pointa la 2e pièce, l'imparfaite. « Celle-ci est la vraie », affirma-t-elle, sa voix empreinte d'une conviction qu'elle ne ressentait pas. « L'autre en fait trop. L'histoire n'est jamais parfaite. Ce sont les failles qui racontent la véritable histoire. » Le visage de Franck était illisible. Il la fixa pendant un long moment silencieux, et Hélène eut l'impression que toute son âme était pesée et mesurée. Elle avait tout misé sur un morceau de philosophie à moitié oublié et une intuition.
Il se dirigea vers la table et ramassa la pièce qu'elle avait désignée. Il la fit tourner entre ses doigts. « Correct », dit-il, sa voix neutre. Il laissa tomber la pièce sur le velours, le bruit sourd assourdissant dans la pièce silencieuse. Les failles. Une façon intéressante de voir le monde. Il se dirigea alors vers son bureau, s'asseyant enfin derrière, la vaste étendue de bois redevenant une barrière entre eux. Il ouvrit un tiroir et en sortit un mince dossier, le faisant glisser sur la surface polie vers elle. « Votre première mission, dit-il, tout à fait professionnel maintenant. Un collectionneur privé à Genève vend une collection de cartes de la Renaissance. Il prétend qu'elles appartenaient à la famille Médicis. La vente est privée, sur invitation seulement, dans 3 jours. Je veux que vous y alliez. Observez. Faites-moi un rapport sur l'authenticité des cartes, et plus important encore, sur les autres enchérisseurs dans la salle. Je veux savoir qui est là, à qui ils parlent, et ce qu'ils essaient vraiment d'acheter. Genève. Il l'envoyait au loin, au cœur de son monde de marchés clandestins et d'acteurs puissants. Tout allait trop vite. Elle ressentit un vertige étourdissant. Le dossier contient vos documents de voyage, vos réservations et une avance généreuse pour les frais, continua-t-il, joignant ses doigts, ses yeux bleus et froids, la clouant sur place. Vous serez une consultante en art pour la Fondation Costello. Vous ne rendrez de compte à personne d'autre qu'à moi. Elle prit le dossier. Il semblait lourd, chargé du poids de sa tromperie. Je comprends, dit-elle, la gorge sèche. J'espère que oui, Hélène, dit-il doucement, un tranchant dangereux dans sa voix. Parce que dans mon monde, il n'y a pas de place pour les failles, ni pour les erreurs. Le renvoi était clair. Elle hocha la tête, se tourna et se dirigea vers les lourdes portes en bois, sentant son regard sur son dos à chaque pas. Alors que sa main touchait la poignée de laiton froide, sa voix l'arrêta une dernière fois. « Hélène !» Elle se tourna pour lui faire face. « La robe, dit-il, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. C'est une nette amélioration, mais j'avoue, je préférais la rouge. » Et sur ce, il reporta son attention sur son ordinateur portable, la laissant fuir son royaume avec un cœur battant et la réalisation glaçante que Frank Costello ne manquait absolument rien. Elle avait réussi son test, mais elle se sentait moins comme une employée que comme une mouche qui venait d'être accueillie dans la toile d'une araignée. Genève était une ville d'une beauté immaculée et froide. Depuis sa suite au beau rivage, Hélène avait une vue panoramique sur le lac, sa surface une nappe de saphir placide reflétant les Alpes saupoudrées de neige. L'air qui flottait par la porte-fenêtre ouverte était vif et pur, sentant l'eau et la richesse. Tout était ordonné, calme et parfait. On se serait cru dans une magnifique prison stérile. Le luxe était étouffant. Une bouteille de champagne offerte suait dans un seau en argent. Une corbeille de fruits exotiques, arrangée comme une nature morte, reposait sur une table en acajou. Un dressing contenait les vêtements que l'assistante de Frank avait préparés pour elle. Une collection choisie de pièces sobres et puissantes de créateurs qu'Hélène ne connaissait que par les magazines. C'était un autre costume pour un autre rôle. Chaque pull parfaitement plié, chaque paire de chaussures élégantes, était un rappel qu'elle n'était pas là en tant qu'elle-même. Elle était une extension de la volonté de Frank Costello, une pièce soigneusement choisie pour être déplacée sur son échiquier international. Elle passa la première journée plongée dans les documents de recherche du dossier, sa chambre d'hôtel transformée en bureau d'études. Elle mémorisa les noms des cartographes, les filigranes du papier du XVIe siècle, les subtiles variations dans la composition de l'encre utilisée par les maîtres florentins. C'était une session de révision intensive pour l'examen le plus important de sa vie. Pourtant, elle savait que Frank ne l'avait pas envoyée ici pour son expertise en cartographie. Il l'avait envoyée pour ses yeux et ses oreilles. Il l'avait envoyée pour voir les failles. Le soir de la vente aux enchères, elle choisit une simple robe noire à manches longues. C'était un murmure, pas un cri, conçu pour la fondre dans les ombres opulentes. Alors qu'elle attachait une unique perle à son oreille, elle croisa son propre regard dans le miroir. La femme qui la regardait était une étrangère, posée, froide, ses yeux détenant une profondeur de calcul qui était nouvelle et troublante. La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac, mais elle était maintenant recouverte d'un vernis de détermination endurcie. Elle n'était plus seulement une jeune femme en quête de vengeance, elle devenait l'arme qu'elle devait être. La vente se tenait dans une villa privée nichée sur les collines surplombant la ville. L'air à l'intérieur était épais, d'une odeur de cire d'abeille, de vieux papier
et de l'arôme collectif de parfums discrètement chers. Les participants formaient une collection choisie de l'élite mondiale. Des oligarques russes au visage de pierre, d'élégants industriels français et des hommes au teint hâlé qui auraient pu être n'importe quoi, des barons du pétrole texan aux magnats sud-américains. Ils parlaient à voix basse, leur sourire poli dissimulant à peine l'éclat prédateur dans leurs yeux. C'était une jungle différente de celle que Frank dirigeait chez lui, mais les lois étaient les mêmes, le fort dévorait le faible. Hélène trouva une place près du fond, un verre d'eau minérale à la main, sa posture détendue, mais ses sens en alerte maximale. Les cartes étaient exposées dans des vitrines climatisées, leur encre passée traçant des côtes perdues et des empires oubliés. Elles étaient magnifiques, mais l'attention d'Hélène était ailleurs. Elle observait les mains des autres invités. Un homme dont les doigts tambourinaient impatiemment sur sa cuisse. Une femme qui tournait une bague en diamant, son regard allant et venant entre une carte spécifique et un enchérisseur rival. C'étaient les indices, les petites trahisons émotionnelles qui révélaient la vérité derrière les masques. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Tenir un morceau du monde tel qu'on l'imaginait autrefois. La voix était suave, teintée d'un accent français parisien, et venait de juste à côté d'elle. Hélène se tourna pour voir un homme dans un costume gris parfaitement taillé, ses cheveux argentés peignés en arrière sur un visage séduisant et bronzé. Il lui souriait, un sourire charmant et facile qui semblait déplacé dans la pièce tendue. « Elle apporte les rêves des anciens rois », répondit Hélène, sa voix égale. « Une façon poétique de les voir. » Il tendit la main. « Juliane Dubois. » Elle prit sa main. Sa poigne était ferme mais douce. « Hélène. »« Juste Hélène ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants, faisant écho à la question de Frank de la première nuit. « Une femme mystérieuse. J'aime ça. » Il fit un geste vers les cartes. « Êtes-vous une collectionneuse ?»« Une consultante, » dit-elle, utilisant le titre que Frank lui avait donné. Le mot sonnait étranger et faux sur sa langue. « Ah, pour qui, puis-je demander? Ou cela fait-il partie du mystère ?» Son charme était implacable, une pression douce mais persistante. « Mon client attache de l'importance à la discrétion, » dit-elle, son sourire poli mais ferme. « Bien sûr, tous ceux qui sont intéressants y tiennent. » Il n'insista pas, au lieu de cela il se tint à côté d'elle, son regard balayant la foule. Une fascinante collection de personnes, également. Plus de prédateurs que d'érudits, je pense. Chacun ici enchérit sur bien plus que du papier et de l'encre. Ils enchérissent pour le statut, pour l'histoire, pour un morceau de récit qu'ils peuvent s'approprier. Il était perspicace, dangereusement. Il la regarda, son sourire s'adoucissant légèrement. Vous, par exemple, vous ne regardez pas les cartes, vous regardez les enchérisseurs. Vous les regardez comme un historien regarde un manuscrit, en cherchant la contrefaçon. Son observation la frappa comme une pierre, envoyant des ondes à travers son calme soigneusement construit. Une bouffée de chaleur monta à son cou, une trahison qu'elle tenta de réprimer. « J'essaie simplement de comprendre le marché », esquiva-t-elle, tournant ostensiblement son attention vers l'avant de la salle, où le commissaire-priseur tapait son marteau pour attirer l'attention. « Le marché a très peu à voir avec l'art, » murmura Juliane, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende, « et tout à voir avec les artistes de la transaction. » Les enchères commencèrent. La voix du commissaire-priseur était un bourdonnement calme et mélodieux, en contraste frappant avec les batailles silencieuses et féroces menées par de subtils hochements de tête et le lever d'une pancarte numérotée. Hélène l'ignora, sa concentration se resserrant sur deux hommes que le dossier de Frank avait identifiés comme des rivaux clés. Un Russe, au visage sinistre nommé Petrov, et un industriel allemand, von Hess. Ils étaient assis de part et d'autre de la salle, enchérissant ostensiblement l'un contre l'autre pour une carte portulan particulièrement rare. Le prix grimpa par tranche de 50 000 francs. Petrov enchérissait, von Hess comptait. L'échange se poursuivit, un match de tennis prévisible et agressif. Mais Hélène remarqua autre chose. Elle vit le regard infinitésimal que Petrov lança à un troisième homme, un individu quelconque dans la rangée derrière elle, juste avant de faire une offre particulièrement audacieuse. Elle vit von Hess secouer subtilement la tête lorsque son propre associé commença à lever une pancarte, lui faisant signe de s'arrêter. C'était du théâtre. Ils ne se battaient pas l'un contre l'autre. Ils travaillaient de concert, une manœuvre en tenaille conçue pour faire monter le prix,
et éliminer toute concurrence légitime. Finalement, lorsque le prix atteignit une somme stupéfiante et que tous les autres enchérisseurs s'étaient retirés, une nouvelle pancarte se leva. Elle appartenait à l'homme quelconque derrière elle. Petrov et von Hess se turent immédiatement. Le marteau tomba. « Adjugé », déclara le commissaire-priseur, à l'enchérisseur numéro 73. C'était une manœuvre de manipulation de marché brillante et impitoyable. Une alliance cachée sous les yeux de tous. C'était le genre d'information que Franck désirait ardemment. Pas seulement qui avait gagné, mais comment ils avaient gagné, et qui était leur partenaire silencieux. Elle ressentit un froid sentiment d'accomplissement. Elle avait vu la faille dans l'histoire que tout le monde regardait. Alors que la foule commençait à se disperser, se mêlant pour une dernière coupe de champagne, Julian réapparut à ses côtés. « Un dénouement intéressant pour la carte Portulan, » dit-il, ses yeux vifs d'amusement. « Votre client a-t-il obtenu ce qu'il voulait ?»« Mon client a reçu exactement les informations dont il avait besoin, » dit Hélène, son ton délibérément neutre. « Je vois. » Il sourit, un sourire authentique et entendu cette fois. Il sortit de sa veste une carte très similaire à celle de Franck, mais de couleur crème, avec une écriture élégante en relief. Juliane Dubois, Antiquité. Elle indiquait des adresses à Paris et à Londres. Si jamais votre travail de consultante vous amène à Paris, le mystère serait un défi bienvenu. Je trouve le marché ici un peu trop prévisible. Il fit une légère révérence, un geste de charme suranné et disparut, se fondant à nouveau dans la foule de prédateurs et d'érudits. Hélène quitta la villa peu après, sans s'attarder pour un dernier verre. L'air vif de la nuit fut un soulagement sur sa peau échauffée. Le poids de la performance se leva, mais le poids de la connaissance qu'elle possédait maintenant s'installa lourdement à sa place. Elle avait l'information, les noms, l'alliance cachée. Elle avait l'arme que Franck l'avait envoyée chercher. De retour dans le silence stérile de sa suite d'hôtel, la vue du lac Placide semblait se moquer d'elle. Elle se tenait au centre de la pièce, l'opulence lui paraissant plus étrangère et obscène que jamais. Elle avait réussi. Elle était une bonne espionne. Un sentiment froid et creux s'ouvrit en elle. Son père avait été un bâtisseur, un homme qui créait des choses. Elle devenait un instrument de destruction. Elle se dirigea vers le téléphone sur la table de chevet. C'était le milieu de la journée aux États-Unis. Franck serait dans son bureau, son royaume dans le ciel, à attendre. La pensée de sa voix, calme et autoritaire, lui envoya un frisson d'appréhension le long de l'échine. Lui faire son rapport n'était pas seulement accomplir une tâche, c'était nourrir la bête. C'était prouver sa valeur, s'enfoncer plus profondément dans le monde même qui avait détruit le sien. Sa main plana au-dessus du combiné, son reflet un fantôme pâle et déformé sur la surface polie du téléphone. Elle avait la vérité. Et maintenant, elle devait la livrer au seul homme qui saurait exactement comment s'en servir. L'appel téléphonique fut bref et chirurgicalement précis. Hélène livra ses conclusions sur un ton plat et sans émotion, rapportant la guerre d'enchères mise en scène et le partenariat silencieux entre Petrov et von Hess. Elle détailla le nom de leur homme de paille, l'enchérisseur 73. Elle n'offrit ni opinion ni analyse, seulement des faits. À l'autre bout du fil, Franck était silencieux, un vide vaste et attentif. Ce silence était plus troublant que n'importe quel interrogatoire. Quand elle eut terminé, il y eut une pause si longue qu'elle crut que la ligne avait été coupée. « Vous voyez les ficelles » dit-il finalement. Sa voix un murmure bas qui lui fit parcourir un frisson malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. « Pas seulement les marionnettes. Bien joué. Rentrez. » La ligne se coupa. Ce n'était pas une conversation, c'était une convocation. 24 heures plus tard, elle se tenait à nouveau devant les portes en bois polies de son bureau. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. L'assistante à l'air sévère hocha simplement la tête à son approche et lui ouvrit la porte, comme si sa présence était désormais une partie attendue et intégrée de cette machine froide et efficace. Franck était derrière son bureau, un téléphone collé à l'oreille, parlant en italien d'une voix basse et rapide. Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir en face de lui. C'était la première fois qu'il l'invitait à s'asseoir. Le geste était un changement subtil mais significatif dans leur dynamique. Elle n'était plus seulement une curiosité à observer, elle était une joueuse amenée à la table. Elle s'assit, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, et attendit. Elle l'observa étudiant les lignes dures de son visage pendant qu'il écoutait,
la façon dont sa mâchoire se crispait à quelque chose que la personne à l'autre bout du fil disait. Il dégageait une sorte de calme prédateur, une énergie contenue qui rendait le vaste bureau petit et chargé. Finalement, il termina l'appel par une phrase sèche et finale et reposa le téléphone. Le silence retomba. « Petrov et Vonès sont une épine dans mon pied depuis des mois, » dit-il, rompant le silence. Ses yeux bleus se fixèrent sur elle. Ils n'étaient pas froids et calculateurs aujourd'hui. Ils étaient vifs, concentrés, comme un faucon repérant sa proie de très haut. Ils bloquent une expansion maritime que je prévois dans la Baltique. Les ventes aux enchères d'art sont leur moyen de blanchir leur argent et de communiquer avec leurs associés sous un vernis de légitimité. L'information que vous m'avez apportée, elle me donne un levier. Elle me donne un pied de biche pour forcer leur petite alliance. Il en parlait si cliniquement. Un monde de pouvoir et de violence réduit à une simple transaction commerciale. Hélène sentit le nœud familier de la révulsion se serrer dans son ventre, mais elle garda son visage comme un masque placide. « Je suis heureuse que l'information ait été utile, » dit-elle, sa voix soigneusement modulée et neutre. « Utile ?» Le coin de sa bouche tressaillit. « Hélène, c'était magistral. Vous avez fait en une nuit ce que mes autres sources n'ont pas réussi à faire en 6 mois. » L'éloge, direct et inattendu, était plus désarmant que n'importe quelle menace. Il lui envoya une chaleur confuse, une bouffée de fierté pour laquelle elle se détesta immédiatement. Elle était là pour détruire cet homme, pas pour gagner son approbation. Elle détourna le regard, le posant sur le petit dragon de jade sur son bureau. Franck remarqua où se portait son regard. Il se pencha en avant, la légère odeur de son café et l'odeur nette et froide de sa présence flottant à travers le bureau. « Il vous plaît ?» demanda-t-il, sa voix plus douce. « Il est magnifique, » admit-elle. Il le prit, berçant le petit objet finement sculpté dans sa grande main. Le geste semblait presque tendre. « C'est mon grand-père qui me l'a donné. Il était immigré. Il est arrivé ici avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une rancœur grande comme la Sicile. Il m'a dit que ce dragon représentait le pouvoir, la force et la bonne fortune, mais il m'a aussi dit que sa vraie valeur résidait dans sa faille. » Il retourna le dragon. Sur le dessous, presque invisible à l'œil nu, se trouvait une minuscule fissure dans le jade. Il disait que toute chose aussi puissante soit-elle a une fissure, continua Franck, sa voix un murmure bas et intime. Une vulnérabilité. Le secret pour gagner n'est pas d'être sans défaut, c'est de connaître ses propres failles, de les protéger et de trouver les failles de ses ennemis. Ses yeux se levèrent du dragon et rencontrèrent les siens, et l'intensité qu'il contenait rendit l'air de la pièce rare. Vous avez un don pour les trouver. Il ne parlait plus de cartes ou de pièces de monnaie. Il parlait d'elle, d'eux. Il se leva, le mouvement fluide et silencieux. Il contourna le bureau massif, supprimant la barrière entre eux. Le cœur d'Hélène se mit à battre la chamade. Elle resta assise, un instinct primaire lui hurlant de fuir, tandis qu'une partie plus sombre et plus traîtresse d'elle-même était clouée sur place, captivée. Il s'arrêta juste devant son fauteuil, la forçant à pencher la tête en arrière pour le regarder. Sa taille, sa présence physique, était écrasante. Il bloquait la lumière de la fenêtre, la plongeant dans son ombre. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, pouvait voir le léger chaume sombre le long de sa mâchoire, pouvait sentir le whisky, faible et vif, sur son haleine. « J'ai besoin de ce don, Hélène, » dit-il, sa voix s'abaissant encore plus. « J'ai besoin de vos yeux, de votre loyauté. » Elle voulut lui cracher le mot au visage, lui dire ce qu'il lui avait pris, ce que son monde avait fait à sa famille. Les mots vengeurs étaient un cri sur le bout de sa langue, mais ils y moururent, étranglés par la complexité du moment. Elle devait rester. Elle devait aller jusqu'au bout. « Vous l'avez, » murmura-t-elle, les 2 mots lui coûtant plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Son regard tomba sur sa bouche. Pendant une seconde à couper le souffle, elle pensa qu'il allait l'embrasser. L'air entre eux crépitait, un fil sous tension de questions tacites et de réponses interdites. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle sur sa peau. Sa propre respiration se bloqua. C'était de la folie. C'était mal. Et pourtant, chaque cellule de son corps était intensément consciente de lui, de sa proximité, de l'attraction dangereuse et magnétique qu'il exerçait. Mais il ne l'embrassa pas. Il ne la toucha pas du tout. Il resta parfaitement immobile un instant de plus, une épreuve de volonté,
une démonstration du contrôle de fer qu'il avait sur lui-même, et par extension sur elle. Puis il fit un demi-pas en arrière, le charme se rompant. L'air se précipita à nouveau dans ses poumons, et elle ressentit un sentiment vertigineux de soulagement et une étrange, vive pointe de déception. Il retourna à son bureau, de nouveau entièrement professionnel, le bref et intense moment d'intimité disparaissant comme s'il n'avait jamais eu lieu. « Il y a une cargaison qui arrive au port de Newark la semaine prochaine, » dit-il, son ton sec et professionnel. « Officiellement, c'est du marbre italien. Officieusement, c'est autre chose. Il y a des gens qui veulent l'intercepter. J'ai besoin de vous là-bas. J'ai besoin que vous observiez, que vous soyez mes yeux sur le terrain. » C'était différent. Ce n'était pas une vente aux enchères scintillante à Genève. C'était les docks. C'était la réalité brute et dangereuse de ces affaires. C'était un pas de plus dans les ténèbres. « Que devrais-je chercher ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment stable. « Des failles, » dit-il simplement, ses yeux bleus se verrouillant aux siens par-dessus le bureau. « Vous en reconnaîtrez une quand vous la verrez. » Il la congédia d'un signe de tête. Hélène se leva, ses jambes chancelantes. Elle sortit du bureau, les lourdes portes se refermant derrière elle, le son scellant son destin. Tandis qu'elle descendait dans l'ascenseur silencieux, elle porta une main tremblante à ses lèvres. Elle picotait, comme s'il l'avait embrassée après tout. Elle était entrée dans son bureau en soldat. Elle en était sortie en confidente. La ligne entre sa mission et son rôle se brouillait en un gris dangereux, et elle commençait à craindre que la plus grande faille de Frank Costello ne soit celle qu'il commençait à voir en elle, un reflet de lui-même. Et elle était terrifiée qu'il puisse avoir raison. Le port de Newark la nuit était un monde différent. C'était une bête mécanique et squelettique, tout en angle vif et en ombre profonde, sous la lueur maladive des lampes à sodium. L'air, épais et lourd, était un cocktail âpre de sel, de rouille et de diesel. Il s'accrochait au fond de sa gorge. Le cliquetis rythmé du métal sur le métal et le grondement sourd et guttural des machines lourdes étaient les respirations endormies du monstre. C'était la salle des machines de l'Empire de Frank, un endroit à des mondes de l'air parfumé d'une villa genevoise. C'est ici que se faisait le vrai travail. Hélène était assise sur le siège passager d'une berline noire, garée dans l'ombre profonde entre deux piles vertigineuses de conteneurs. Elle portait un jean sombre, un pull à col roulé noir et un manteau épais. Les costumes glamour avaient disparu. C'était son uniforme pour le front. L'homme au volant s'était présenté comme étant Serge. Il était bâti comme un réfrigérateur, avec un crâne rasé et un nez aplati qui suggérait qu'il avait été cassé plus d'une fois. Il ne lui avait pas adressé plus de 10 mots depuis qu'il était venu la chercher, son silence un lourd manteau de désapprobation. Elle était une étrangère, une femme, et clairement, à ses yeux, un handicap. Elle pouvait sentir son scepticisme irradier de lui par vagues. Il était l'un des hommes de Frank, un soldat. Elle était, quoi? Une consultante. Le titre semblait absurde ici. Elle était le projet personnel de Frank, et Serge avait été chargé de la surveiller. Cette pensée renforça sa détermination. Elle ne serait pas méprisée. Pendant 2 heures, ils restèrent assis en silence à observer. Le quai était un ballet lent et méthodique de grues et de chariots élévateurs. Des hommes en casque de chantier allaient et venaient dans les flaques de lumière, leurs voix portées par le vent, en cris secs et indistincts. Les yeux d'Hélène balayaient tout, dépassant l'évidence pour chercher le subtil. Elle observait les routines des ouvriers, le rythme des machines, la manière dont les gardes de sécurité faisaient leur ronde. Elle cherchait une rupture dans le rythme, un battement manqué dans le cœur de la machine. Son esprit dériva vers le moment dans le bureau de Frank. La sensation de sa présence, la chaleur de son corps, le défi tacite dans ses yeux. C'était un souvenir qui la troublait, une mélodie dangereuse qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête. Il avait vu quelque chose en elle, une capacité pour ce monde qu'elle n'avait jamais voulu reconnaître en elle-même. Et au bord d'un danger réel, elle craignait qu'il ait raison. Il y avait une partie d'elle, une partie froide et acérée qui était étrangement calme, étrangement concentrée. La fille de l'homme de justice se révélait être inquiétante, douée pour le travail des criminels. « Le navire est là », grogna Serge, sa voix la ramenant au présent. Un immense porte-conteneurs, le Palermo Queen, était poussé vers son quai par des remorqueurs, son énorme coque noire effaçant les étoiles. Le balai sur les quais accéléra son rythme.
une grue spécifique s'anima, se dirigeant vers le navire. La cargaison officielle était du marbre, mais Hélène savait que quelque part dans le ventre du navire se trouvaient quelques conteneurs sélectionnés contenant quelque chose de bien plus précieux et de bien plus illégal. « On surveille l'équipe du quai 12, dit Serge en montrant du doigt. Les conteneurs sont marqués d'un X bleu. Ils sont chargés sur un convoi de 3 camions. Simple. Nos gars sont sur les camions et mélangés à l'équipe du quai. Si quelque chose semble anormal, tu me le dis. » Son ton était plat, laissant entendre qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle voie quelque chose que ses yeux expérimentés manqueraient. Hélène ignora son ton et se concentra. Le premier conteneur désigné fut soulevé du navire, une boîte métallique géante se balançant dans les airs comme un jouet d'enfant. Il fut placé sur la remorque d'un camion. Le processus était fluide, efficace, trop fluide. Elle sentit un picotement d'inquiétude à la base de son cou. « L'histoire n'est jamais parfaite », avait-elle dit à Franck. Elle balaya à nouveau la scène du regard, ne regardant pas le conteneur mais les gens autour. C'est là qu'elle le vit, une faille. C'était petit, presque insignifiant. Un des dockers, un homme en veste tachée de graisse près du camion, ne regardait pas le conteneur. Dans un endroit où une boîte de plusieurs tonnes qui tombe est une menace constante, tout le monde regarde les grues. Mais cet homme, il regardait le portail. Il jetait continuellement des regards vers l'entrée principale du port, un tour de tête subtil et répétitif. Il sortit un paquet de cigarettes de sa poche, ses mains un peu maladroites. Il en alluma une, la petite flamme de l'allumette illuminant un visage luisant de sueur, malgré la nuit froide. « Serge !» dit Hélène, sa voix calme mais ferme. « Je vois. Tout est en ordre, » grogna-t-il, les yeux sur le camion. « Non. Regarde l'homme près de la roue avant du camion, celui qui fume. » Le regard de Serge se déplaça, ses yeux se plissant. « C'est juste un docker, qu'est-ce qu'il a ?»« Il est nerveux, » dit Hélène, « et il ne regarde pas le chargement. Il regarde le portail. Il attend quelque chose. » Serge fixa longuement. Elle pouvait sentir son scepticisme lutter contre l'habitude enracinée de suivre un ordre, même une suggestion de cette femme étrange. « Ça pourrait être n'importe quoi, » dit-il finalement, mais il y avait une nouvelle note d'incertitude dans sa voix. « Ses mains tremblent, » insista Hélène, « et il vient d'allumer une cigarette à filtre par le mauvais bout. » La tête de Serge se tourna brusquement vers l'homme. C'était vrai. La petite lueur orange se trouvait à l'extrémité blanche et filtrante. Une erreur qu'aucun fumeur ne ferait jamais, à moins d'avoir l'esprit complètement ailleurs. C'était une petite erreur humaine, stupide, une faille parfaite. « Sa fils de pute !» souffla Serge. L'incrédulité dans sa voix avait disparu, remplacée par une tension soudaine et vive. Il attrapa la radio accrochée à son pare-soleil. « C'est un guetteur. On a un comité d'accueil. » Il prononça quelques mots de code sec dans la radio. Le colis a une ombre. Surveillance au portail compromise. La réponse fut un crépitement de statique et un seul mot sec d'accusé de réception. Instantanément, l'atmosphère sur le quai changea. C'était presque imperceptible, mais Hélène le sentit. Les mouvements des hommes qu'elle savait maintenant être ceux de Franck devinrent plus délibérés. Leurs postures changèrent. Un chariot élévateur, qui était resté à l'arrêt à proximité, se mit soudain en mouvement, ses lourdes fourches bloquant une voie d'accès clé. Un autre homme, l'un des chauffeurs de camion, descendit nonchalamment de sa cabine en s'étirant, mais sa main reposait près du bas de son dos. Il se préparait. Le guetteur dut aussi remarquer le changement. Il laissa tomber sa cigarette, sa tête se tournant vivement, ses yeux écarquillés de panique. Il commença à reculer, se tournant pour courir. Et puis l'enfer se déchaîna. Le portail principal s'ouvrit violemment, et 2 SUV noirs, feux éteints, déferlèrent sur les quais, leurs pneus crissant sur le bitume. Mais ils ne se dirigeaient pas vers le camion avec le conteneur. Ils se dirigèrent vers le piège que les hommes de Franck venèrent de tendre. Hélène n'entendit pas de coup de feu. Elle entendit le bruit brutal et écœurant du métal lorsque le chariot élévateur projeta ses lourdes fourches dans le flanc du SUV de tête, le retournant sur le côté. Elle vit des hommes sortir du second véhicule, mais ils furent immédiatement submergés par des dockers qui semblèrent se matérialiser depuis les ombres. Il y eut des cris, des bruits de lutte, puis un silence soudain et glaçant. Tout fut terminé en moins de 30 secondes. Brutal, efficace, terrifiant. Serge démarrait déjà la voiture. « Reste baissé », ordonna-t-il, sa voix un grognement sourd.
Il sortit la berline de derrière les conteneurs et accéléra vers une autre sortie, plus petite, à l'autre bout du port. Hélène ne regarda pas en arrière. Elle fixait droit devant, son cœur battant un rythme sauvage et frénétique contre ses côtes. L'adrénaline avait un goût chaud et métallique dans sa bouche. Elle l'avait vu, la faille, et son observation avait déclenché un piège. Une contre-attaque violente et parfaitement exécutée. Elle n'avait pas seulement observé, elle avait participé. Serge ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit à des kilomètres du port, de retour sur l'autoroute. Les lumières de la ville, une lueur distante et indifférente. « Comment saviez-vous » demanda-t-il, sa voix rauque d'un respect réticent. « Pour la cigarette ?» Hélène appuya sa tête contre le cuir froid du siège, son corps tremblant maintenant que le danger était passé. « Les gens font des erreurs quand ils ont peur, » dit-elle, sa voix vide. « Il faut juste être attentif pour les voir. » Il lui jeta un regard long et scrutateur. L'hostilité ouverte avait disparu, remplacée par autre chose, de l'admiration, de la peur, du respect. Il la voyait maintenant, non pas comme le jouet de Franck, mais comme quelque chose de complètement différent, quelque chose de dangereux. Et dans l'obscurité de la voiture, s'éloignant à toute vitesse de la violence silencieuse qu'elle avait contribué à déchaîner, Hélène dut enfin affronter la terrifiante vérité. Il n'était pas le seul. Elle commençait à la voir en elle aussi. L'après-doc fut le silence. Pendant 3 jours, Hélène n'eut aucune nouvelle. Elle resta dans son appartement, la ville derrière sa fenêtre lui semblant un monde lointain. L'adrénaline s'était dissipée, laissant derrière elle une anxiété sourde et continue et un profond sentiment de décalage. Elle repassait les événements dans sa tête, le crissement des pneus, le fracas horrible du métal. Elle avait été le catalyseur de cette violence. La pensée était une pierre froide et lourde dans son estomac. Elle s'était lancée pour dénoncer un monde de brutalité, mais elle était en train de devenir une experte de ces mécanismes. Elle se surprenait à se regarder dans le miroir et à ne pas reconnaître la femme qui lui faisait face. Ses yeux semblaient plus sombres, son expression plus gardée. Les contours doux de la jeune fille qui pleurait son père s'aiguisaient pour devenir quelque chose de tranchant et de dur. Était-ce ce que la justice exigeait, ou était-ce le prix de la vengeance, devenir la chose même que l'on cherchait à détruire? La question hantait les longues heures silencieuses. Le 4e jour, la convocation arriva. Ce ne fut pas un appel, mais un coup à sa porte. Serge se tenait dans le couloir, sa large carrure remplissant l'embrasure. Il ne portait pas sa tenue habituelle de docker, mais un costume sombre qui le rendait encore plus imposant, comme un garde du corps ou un croque-mort. « Franck veut vous voir, dit-il. » Son ton était différent maintenant. Le respect réticent qu'il avait montré dans la voiture s'était solidifié. Pas au bureau. Il est au Club Cima. Hélène connaissait ce nom. Le Club Cima était l'un des clubs sociaux italiens les plus exclusifs et traditionnels de la ville, un endroit où des hommes comme Franck menèrent leurs affaires autour d'assiettes de pâtes et de verres de vin rouge, leurs conversations protégées par des décennies de tradition et un code du silence tacite. C'était le cœur de son territoire, un lieu où aucun étranger n'était jamais invité. C'était plus qu'un débriefing. C'était une consécration. Le trajet fut silencieux, mais c'était un silence différent de celui d'avant. Il n'était plus chargé de tension et de désapprobation. C'était le calme de l'expérience partagée, une reconnaissance sombre de la ligne qu'ils avaient franchie ensemble au port. Le Club Cima n'avait pas d'enseigne. C'était un simple bâtiment en grès dans une rue calme et bordée d'arbres, ses fenêtres sombres et peu accueillantes. Serge la conduisit en bas de quelques marches jusqu'à une lourde porte en bois. Il frappa selon un motif spécifique et rythmé. Une petite grille s'ouvrit, une paire d'yeux jeta un coup d'œil, puis la porte s'ouvrit. L'air à l'intérieur était chaud et épais, imprégné des odeurs d'ail, d'huile d'olive et de fumée de cigare. La pièce était faiblement éclairée, lambrissée de bois sombre, les tables recouvertes de nappes blanches. C'était une caricature de repère de mafieux. Mais les hommes assis aux tables étaient tout sauf des caricatures. Ils étaient plus âgés, leurs visages burinés par les lignes dures de vie vécue dans l'ombre. Ils observèrent à son entrée, leur conversation s'interrompant, leurs yeux durs et calculateurs. Un silence lourd et attentif s'abattit sur la salle. Hélène sentit 100 ans d'histoire et de méfiance dirigés contre elle, une femme seule et inconnue dans leur espace sacré. Franck était à une table au fond, dans une alcôve isolée. Il n'était pas seul.
Un homme plus âgé, impeccablement vêtu, avec une crinière de cheveux argentés et des yeux aussi vifs que ceux d'un renard, était assis avec lui. Frank se leva à son approche, un geste de respect qui ne passa pas inaperçu des autres occupants de la salle. Le silence s'épaissit. « Hélène, dit-il, sa voix une encre calme dans la mer de regards hostiles. Voici mon oncle Nico Costello. Nico, voici Hélène, la consultante dont je t'ai parlé. » Nico ne se leva pas. Il l'évalua depuis son siège, ses yeux perçants scrutant chaque détail. Il désigna la chaise vide. « Asseyez-vous, ma petite. » L'ordre était doux, mais il portait le poids d'une autorité absolue. C'était le patriarche, le vrai pouvoir derrière le trône. Hélène s'assit, le dos droit comme un nid. Elle pouvait sentir le poids de l'examen de Nico, une pression bien plus intense que celle de Frank ne l'avait jamais été. Le regard de Frank était analytique, celui de son oncle sondait l'âme. Elle avait l'impression qu'il regardait directement dans son passé. « Frank me dit que vous avez un talent rare, » dit Nico, sa voix un murmure rauque. « Il dit que vous voyez des choses que les autres manquent. Il m'a raconté ce que vous avez vu au port, la cigarette. Une petite chose, mais les petites choses peuvent faire tomber des empires. » Hélène hocha simplement la tête, la gorge trop sèche pour parler. « Cette affaire que vous avez empêchée, » continua Nico faisant tourner le vin rouge sombre dans son verre. C'était l'œuvre de la famille Antonelli, une nouvelle génération, de jeunes imbéciles qui pensent que la violence remplace la stratégie. Ils ont été une nuisance. Votre intuition nous a donné l'occasion de transformer une nuisance en un avantage. Un serveur apparut plaçant un verre du même vin rouge devant elle. Le geste était clairement arrangé, une acceptation. « L'homme que vous avez repéré, » intervint Frank, sa voix froide et professionnelle. « Le guetteur, nous avons eu une conversation avec lui. Il a été très coopératif. Il a confirmé que c'était une opération des Antonelli. Il nous a également donné l'emplacement d'un entrepôt, où ils stockent leur cargaison d'alcool non taxée. Une perte embarrassante et coûteuse pour eux, si les autorités recevaient un tuyau anonyme. » Hélène sentit un frisson. L'homme maladroit et en sueur des quais. Elle pouvait imaginer son visage terrifié. Nous avons eu une conversation avec lui. L'euphémisme était terrifiant. Elle l'avait identifié et, ce faisant, avait signé son arrêt de mort. Ou pire. La stratégie, murmura Nico, prenant une gorgée de son vin. Il regarda Hélène par-dessus le bord de son verre. C'est ce que nous apprécions. Pas la force brute d'un pistolet, mais l'art subtil du positionnement. Savoir quand presser, quand se retirer et quand tendre un piège. Frank a l'esprit pour ça, mais son tempérament, c'est un feu. Parfois, il forge l'acier. D'autres fois, il brûle la maison. Il a besoin d'un œil calme à ses côtés. D'une main sûre. Il fit une pause, son regard fixe. Il semble penser que vous avez cela. C'était un couronnement. Dans ce repère de tueurs et de voleurs, ce vieil homme la consacrait. Il validait son rôle, cimentait sa place aux côtés de Frank. L'ironie était une nausée physique qui lui montait à la gorge. Elle était venue pour les déchirer de l'intérieur, et voilà que le vieux roi l'invitait au cœur de la famille. « Je ne fais que rapporter ce que je vois, » dit Hélène, sa voix à peine un murmure. Nico sourit, un étirement lent et sinistre de ses lèvres minces. « Et que voyez-vous maintenant, ma petite? Ici, dans cette pièce ?» La question était un test, le test final. Elle laissa son regard balayer la pièce, croisant les regards durs des hommes qui les observaient encore. Elle vit de la méfiance, oui, mais en dessous, elle vit autre chose, une loyauté absolue, inébranlable. Pas seulement envers Frank, mais envers le vieil homme à ses côtés, envers la famille, envers le code. « Je vois des fondations, » dit-elle, choisissant ses mots avec une infinie précaution. Quelque chose de construit pour durer, quelque chose que les gens sont prêts à protéger. Le sourire de Nico s'élargit légèrement. Il regarda Frank et hocha lentement et délibérément la tête. C'était un signe d'approbation, de transfert. Il avait officiellement sanctionné le jugement de Frank et, par extension, le sien. La tension silencieuse dans la salle se rompit enfin. Les conversations reprirent, le volume montant à un faible bourdonnement. L'épreuve était terminée. Ce soir-là, c'est Frank qui la ramena lui-même à la maison. Serge était parti. La ville défilait derrière les vitres de sa berline, un flou de lumières anonymes. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'air dans la voiture était lourd des événements non dits de la soirée. « Vous plaisez à Nico » dit enfin Frank, rompant le silence.
Il ne plaît à personne. Je ne suis pas sûr que plaire soit le mot juste, répondit Hélène, sa voix tendue. Il vous respecte, corrigea Franck. C'est mieux, le plaisir est éphémère, le respect c'est une monnaie. Dans notre monde, c'est la seule monnaie qui compte. Il arrêta la voiture devant son immeuble. Il ne bougea pas pour la laisser sortir. Il se tourna sur son siège, son bras reposant sur le dossier, son corps incliné vers elle. L'espace à l'intérieur de la voiture devint soudain incroyablement petit, chargé d'une intimité dangereuse et électrique. « Ce que vous avez fait sur les quais, Hélène, commença-t-il, sa voix basse et sérieuse. Vous avez sauvé des vies, la vie de mes hommes. Il le voit, je le vois. » Il tendit la main, son mouvement lent, délibéré. Il ne toucha pas son visage. Il écarta doucement une mèche de cheveux rebelles de sa joue, ses phalanges effleurant sa peau. Le contact fut léger comme une plume, mais il brûla comme un fer rouge. C'était un geste d'une intimité profonde et terrifiante, plus intime qu'un baiser. C'était un geste de possession, de gratitude, d'un lien forgé dans la violence partagée. Le souffle d'Hélène se coupa. Elle plongea son regard dans ses yeux, ses éclats de glace bleue, et pour la première fois, elle crut voir quelque chose au-delà du calcul froid. Une lueur de chaleur, un soupçon de vulnérabilité, une fissure dans le jade. « Soyez prudent, Franck », s'entendit-elle murmurer, les mots une trahison involontaire de sa mission. Ses yeux s'assombrirent, et sa main retomba. Le moment était passé. « Rentrez, Hélène », dit-il, sa voix un râle rauque. « Reposez-vous. » Elle sortit de la voiture sans un mot de plus et ne regarda pas en arrière tandis qu'il s'éloignait. Elle s'appuya contre la brique froide de son immeuble, sa joue picotant encore de son contact. Elle était venue ici pour être un feu qui consumerait son monde. Mais elle se tenait trop près des flammes, et la terrifiante vérité était qu'elle commençait à apprécier la chaleur. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme étrange et troublant. Hélène n'était plus convoquée. On s'attendait simplement à ce qu'elle soit là. Elle se retrouva à passer plus de temps dans le monde froid et minimaliste du penthouse de Costello Industries que dans son propre appartement. Elle n'était plus seulement une consultante, elle était une stratège, un cabinet fantôme à elle seule. Franck lui présentait des problèmes, un rival empiétant sur son territoire, un politicien qui avait besoin d'être convaincu, une affaire apparemment légitime qui semblait louche. Il ne voulait pas de solution de sa part. Il voulait qu'elle trouve la faille, le seul fil qui, une fois tiré, déferait toute la tapisserie. Et elle était terriblement douée pour ça. Elle voyait la cupidité derrière un geste philanthropique, la peur masquée par la bravade d'un tyran, la dette cachée qui motivait un partenaire supposément loyal. Elle se déplaçait dans le monde de Franck comme un fantôme, sa présence discrète et ses yeux vifs devenant une entité connue et redoutée au sein de son cercle rapproché. Serge lui adressait un signe de tête respectueux. L'assistante sévère lui apportait du café, sans qu'on le lui demande. Elle était en train d'être tissée dans la trame de l'organisation, ses fils devenant indiscernables du reste. Un soir, ils étaient dans son appartement privé, un espace tentaculaire juste au-dessus du bureau. Contrairement au royaume froid et impersonnel en dessous, cet espace était plus personnel, bien que non moins contrôlé. Tout n'était que lignes épurées, bois sombres et vastes fenêtres qui buvaient la ville scintillante. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de désordre. Juste une collection d'art choisi, un mur de livres et un sentiment écrasant de solitude. Ils étaient assis dans la quasi-obscurité, la seule lumière provenant de l'écran de télévision silencieux. Un journal télévisé local était diffusé, détaillant un raid matinal des agents fédéraux dans un entrepôt du Queens. Le sujet principal était une saisie massive d'alcool non taxé. Le nom de la famille Antonelli était mentionné. Le journaliste parlait d'un tuyau anonyme. Franck fit tourner le liquide ambré dans son verre, les glaçons cliquetant doucement. « Une perte coûteuse et embarrassante pour eux, » dit-il, sa voix un grondement bas et satisfait. Il ne regardait pas la télé. Il la regardait, elle. « Votre travail. » Hélène fixa l'écran, les gyrophares des voitures de police, les caisses emportées par les agents. C'était elle. C'est elle qui avait fait ça. Elle avait pris une pièce à une famille rivale avec rien de plus qu'une observation discrète et un coup de téléphone. La puissance de cet acte était un poison vertigineux et écœurant,
Elle prit une gorgée du whisky qu'il lui avait versé, la brûlure une distraction bienvenue. « Vous êtes silencieuse ce soir, observa-t-il. « Je réfléchis, c'est tout, dit-elle, la voix tendue. « À quoi ?» Elle se tourna pour lui faire face, enhardie par le whisky et l'étrange intimité de la pièce sombre. « À vous, dit-elle, l'honnêteté de ses propos les surprenant tous les deux. « Pourquoi tout ça? Vous auriez pu être n'importe quoi. Cet immeuble, les entreprises légales, c'est plus que suffisant. Pourquoi le reste? » C'était une sonde directe, une recherche de la faille ultime dans l'homme lui-même. Il ne se mit pas en colère. Il n'esquiva pas. Il fixa son verre un long moment, les lumières de la ville se reflétant dans le liquide sombre. « Mon père, dit-il, les mots calmes, dépouillés de son autorité habituelle. C'était un homme bon, un homme gentil. Il a essayé de gérer les affaires de mon grand-père de la bonne manière, avec une main douce. Il croyait à des choses comme l'honneur entre voleurs. Il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il était faible. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd et froid. La famille Antonelli de sa génération, ce n'était pas une nuisance, c'était une menace. Ils ont vu sa gentillesse comme une opportunité. Ils sont venus le chercher, pas avec des armes, mais avec des papiers. Ils l'ont ruiné, l'ont brisé, l'ont humilié. J'avais 16 ans quand je l'ai vu vendre l'alliance de ma mère pour payer une dette. Il est mort 1 an plus tard. Une crise cardiaque, ont dit les médecins. Mais il est mort l'esprit brisé. Il leva enfin son regard pour croiser le sien. La glace dans ses yeux avait fondu, et pour la première fois elle vit le feu en dessous. Ce n'était pas le feu froid d'un prédateur, c'était le feu brûlant et douloureux d'un garçon qui avait vu son monde partir en fumée. « Je me suis fait une promesse le jour où nous l'avons enterré, » dit Frank, sa voix un murmure rauque. « Je ne serai jamais faible. Je ne ferai jamais confiance aux mauvaises personnes. Je bâtirai un empire si fort, si impénétrable, que personne ne pourrait plus jamais rien me prendre. Je ne serai pas mon père. » Le souffle d'Hélène se coupa. Son histoire, son serment, était un reflet parfait et tragique du sien. Elle, qui avait juré vengeance pour son père, était assise avec un homme qui avait bâti un empire sur la même promesse. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, forgées dans le même feu de la perte. La révélation la secoua jusqu'au plus profond d'elle-même. Comment pourrait-elle détruire un homme dont elle comprenait si profondément les motivations? L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, un pont fragile de douleurs partagées. Le gouffre qui les séparait, de chasseurs et de proies, de victimes et de bourreaux, disparut soudainement, de manière terrifiante. Il ne restait plus qu'un homme et une femme, tous deux hantés par les fantômes de leur père. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Les Antonelli d'aujourd'hui sont les enfants des hommes qui l'ont détruit. Ce n'est pas seulement du business pour moi, Hélène, c'est de la poésie. » Elle se leva et alla se tenir à côté de lui, attirée par une force invisible qu'elle ne pouvait plus combattre. Ils restèrent en silence, épaule contre épaule, regardant la ville qu'il avait conquise. « Il aurait été fier de vous, » dit-elle doucement, les mots un acte de trahison envers son propre passé. Il tourna la tête, son visage à quelques centimètres du sien. L'air s'épaissit, devint lourd. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux, la gratitude luttant contre une vie de contrôle prudent. « Il aurait été terrifié par ce que je suis devenu, » répliqua-t-il, la voix rauque. Son regard tomba sur ses lèvres, et le monde sembla se réduire à l'espace entre eux. Cette fois, il n'y avait pas de bureau, pas de public. Juste eux deux, suspendus dans le ciel, entourés par les fantômes de leur passé. Il leva une main, ses doigts hésitant une fraction de seconde avant de toucher doucement sa mâchoire, son pouce caressant la peau douce juste sous son oreille. Le contact fut un brasier. Ses murs soigneusement construits, déjà affaiblis par sa confession, s'effondrèrent en poussière. Sa mission, sa vengeance, tout cela s'évapora dans la chaleur torride de son contact. Il n'existait que la vérité brute, indéniable. Elle le désirait. C'était une vérité terrifiante, autodestructrice et écrasante. Elle se pencha dans sa main, un geste d'abandon. Ses yeux s'assombrirent, et il baissa la tête, lentement, inexorablement. Ses lèvres allaient rencontrer les siennes. C'était inévitable, une trajectoire de collision engagée dès l'instant où elle était entrée dans cette salle de bal. Mais au moment où leurs lèvres allaient se toucher, elle tressaillit. L'image fugace du visage souriant de son père traversa son esprit. C'était un acte désespéré, de dernière minute,
d'autoconservation. Franck sentit le mouvement infinitésimal, le fantôme de sa résistance, et il s'arrêta. Le contrôle qu'elle avait tant admiré, tant craint, se remit en place brutalement. Il soutint son regard une seconde de plus à couper le souffle, une question silencieuse passant entre eux avant de laisser tomber sa main. La chaleur avait disparu, laissant l'air froid et vide. « Il est tard, » dit-il, la voix pâteuse. Il se détourna d'elle, mettant à nouveau un mur de verre et de lumière de la ville entre eux. Le moment était brisé, le pont fragile était rompu. « Oui, » murmura-t-elle à son reflet dans la vitre. « Il l'est. » Elle quitta son appartement, le corps tremblant, l'esprit en pleine tempête chaotique. Elle avait failli succomber. Elle avait failli trahir tout ce qu'elle défendait pour un homme qu'elle était censée haïr. En marchant dans les rues froides et vides pour rentrer chez elle, elle serra la petite photo usée de son père dans la poche de son manteau. Elle lui semblait être une pierre froide. Son souvenir, qui avait été autrefois son étoile directrice, n'était plus qu'un rappel douloureux de la femme qu'elle était censée être et de la femme qu'elle était terriblement proche de devenir. Le quasi-baiser, l'aveu, le moment brut de connexion, tout avait changé. Une tension nouvelle et insupportable vibrait désormais dans l'air entre eux. Ils étaient comme deux corps célestes qui s'étaient approchés de trop près, altérant à jamais leurs orbites respectives. Le professionnalisme devint un masque fin et cassant qu'ils portaient tous les deux, une tentative désespérée d'ignorer la gravité qui les attirait l'un vers l'autre. Les silences dans son bureau n'étaient plus tactiques. Ils étaient lourds de mots non dits, chargés du souvenir de son contact. Hélène était à la dérive. La colère claire et juste qui l'avait animée si longtemps avait été contaminée. Franck n'était plus un symbole, un monstre. C'était un homme, façonné par un deuil qui reflétait le sien. Sa mission, autrefois un simple acte de justice, lui semblait maintenant une profonde trahison. Comment pouvait-elle le détruire après qu'il lui eût montré les fondations fissurées de son âme? Et pire, comment pouvait-elle ne pas le faire sans trahir la mémoire de son propre père? Elle était piégée entre deux fantômes, et le conflit la déchirait. Elle recommença sa propre enquête discrète, mais cette fois, sa cible n'était pas Franck, c'était le passé. Elle passait ses nuits dans les archives numériques, consultant de vieux articles de presse, des registres de propriété et des documents judiciaires. Elle avait besoin de comprendre la guerre entre les familles Costello et Antonelli. Elle avait besoin de savoir si l'histoire de Franck était toute la vérité. Elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour raviver le feu de sa vengeance et consumer la confusion qu'il avait semée dans son cœur. Ce qu'elle trouva était trouble, un écheveau emmêlé de sociétés écrans et d'accords secrets. Mais un nom revenait sans cesse à la périphérie de la faillite de l'entreprise de son père, Nico Costello, pas Franck, le vieil homme, le patriarche. Une froide graine de doute commença à germer dans le sol fertile de sa confusion. Un après-midi, Franck l'appela dans son bureau. Dès qu'elle entra, elle sut que quelque chose n'allait pas. Le calme prédateur habituel avait disparu, remplacé par une énergie agitée, en cage. Il faisait les 100 pas devant la fenêtre, la mâchoire serrée, les épaules rigides. « On a un problème, » dit-il sans préambule, sa voix comme du silex. « Un gros problème. Les Antonelli passent à l'action. Pas contre nos entreprises, contre nous. » Hélène sentit une montée d'adrénaline froide. Quel genre d'action? Nico est un homme d'habitude, dit Franck, s'arrêtant pour contempler la ville. Tous les jeudis, il joue aux cartes au club Cima. Depuis 40 ans. Même heure, même trajet, même chauffeur. Il pense que cela le rend prévisible, et donc en sécurité. Je lui dis depuis des années que cela fait de lui une cible. Il se tourna vers elle, et l'expression dans ses yeux était brute. Nous avons une source au sein du clan Antonelli. Il prévoit d'attaquer sa voiture ce soir. Sur le chemin du retour, ce n'est pas un avertissement, c'est une exécution. La pièce sembla vaciller. Nico, le vieil homme qui avait lu dans son âme qu'il avait consacré, la pensée de lui. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle, sa voix un murmure tendu. « Je vais y mettre un terme, » dit Franck, sa voix s'abaissant à un grognement bas et mortel. « J'ai joué aux échecs avec ses enfants. Ce soir, je renverse l'échiquier. Ma source m'a donné l'endroit où il prépara l'attaque. Nous y arriverons les premiers. Nous n'allons pas les arrêter, nous allons les effacer. » La finalité dans son ton était absolue. Ce n'était pas du business. C'était le feu dont Nico l'avait prévenu, enfin déchaîné. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda Hélène, son cœur battant à tout rompre.
Parce que j'ai besoin de vous, dit-il. Et la simple admission était plus choquante que la menace de violence. Mes hommes sont des soldats. Ils voient l'ennemi en face d'eux. Vous voyez l'échiquier. Vous voyez les pièges. Je vous veux au poste de commandement avec moi. J'ai besoin de vos yeux, hein? Le poste de commandement était une fourgonnette sombre, garée dans une rue industrielle. Ses vitres offrant une vue dégagée sur le garage miteux où l'équipe des Antonelli se rassemblait. L'air à l'intérieur de la fourgonnette était épais de tension et de l'odeur d'ozone provenant de la batterie d'écran de surveillance électronique. Hélène était assise devant un écran qui montrait une image granuleuse en noir et blanc d'une caméra cachée de l'autre côté de la rue. Frank se tenait derrière elle, une statue sombre et silencieuse, sa présence une force palpable. Serge était au volant, ses jointures blanches sur le volant. Sur l'écran, Hélène regarda plusieurs hommes armés d'armes automatiques, montés dans 2 voitures. Ils étaient jeunes, arrogants, se déplaçant avec la démarche insouciante de gamins qui jouent à la guerre. Ils riaient. « Ils croient qu'ils sont sur le point d'écrire l'histoire », murmura Frank derrière elle, sa voix un chuchotement venimeux. « Ils ont raison, simplement pas de la manière qu'ils pensent. » Hélène sentit une vague de nausée. C'étaient les hommes qu'elle était censée voir comme ses alliés pour faire tomber Frank, mais en les regardant, elle ne ressentit que de la révulsion. C'étaient de vulgaires voyous animés par l'ego et la cupidité. Ils ne se battaient pas pour la mémoire d'un père, c'étaient juste des tueurs. Ses yeux balayèrent la scène, son esprit travaillant, cherchant la faille dans le plan de Frank. Sa stratégie était brutale et simple, attendre qu'ils partent, les suivre, puis tendre une embuscade aux assaillants, les prenant en tenaille sur un tronçon de route désert. C'était un piège parfait. Mais quelque chose n'allait pas. C'était trop facile. Les Antonelli étaient téméraires, mais étaient-ils stupides? Organiser une attaque contre Nico Costello depuis un endroit aussi évident et miteux, cela semblait théâtral. « Montre, ne raconte pas. »« Frank, dit-elle, la voix tendue, c'est une mise en scène. »« De quoi parlez-vous » lança-t-il, sa patience à bout. « Regardez-les, » le pressa-t-elle en montrant l'écran. « Ils ne se comportent pas comme une équipe de tueurs professionnels. Ils se comportent comme des gangsters de cinéma. Ils attirent l'attention sur eux. Et cet endroit, il est exposé. Pourquoi pas un garage privé? Pourquoi un lieu avec autant de fenêtres? » Elle se tourna sur sa chaise pour le regarder, ses yeux écarquillés par une prise de conscience soudaine et horrible. « Ce n'est pas l'équipe d'intervention, c'est une diversion. Ils veulent que vous les voyiez, ils veulent que vous les suiviez. » Frank fixa l'écran, son visage un masque de pierre. « Pour nous attirer dans un piège. »« Non, dit Hélène, son esprit s'emballant, reliant les poings. Pour vous attirer, vous, dans un piège, pour vous éloigner, vous et vos meilleurs hommes, de leur véritable cible. »« Le trajet de Nico est couvert, » commença à argumenter Frank, mais elle le coupa. « Ce n'est pas Nico, dit-elle, l'horrible certitude s'installant dans ses tripes. Il est l'appât, mais il n'est pas la cible. Ils savent comment vous pensez. Ils savent que vous feriez n'importe quoi pour le protéger. Ils savent que vous amèneriez vos forces les plus puissantes pour leur couper la route. Qui cela laisse-t-il sans protection ?» Les yeux de Frank s'écarquillèrent, une lueur de peur froide et primaire perçant sa composure. La seule personne qu'il n'avait jamais considérée comme une cible. La seule personne qu'il supposait intouchable, hors du jeu. « Vous » souffla-t-il. Soudain tout devint clair. La performance au garage, l'appât évident. Toute l'opération ne visait pas à tuer un vieil homme. Elle visait à créer une crise qui attirerait le roi hors de son château, laissant le trône vide. Et quel était le trône? La source de tout son pouvoir, son bureau, son royaume dans le ciel. « Que Serge ?» aboya Frank, sa voix claquant comme un fouet. « L'immeuble. Ramenez-nous à l'immeuble maintenant. » La fourgonnette rugit, les pneus crissant, tandis que Serge la faisait faire un demi-tour sauvage. Hélène fut projetée en arrière sur son siège, l'esprit en ébullition. Elle fixa le moniteur, tandis que le garage s'éloignait. Les hommes là-bas étaient une feinte, une armée fantôme. La vraie guerre se déroulait ailleurs. Et alors qu'il filait à travers la ville, retournant vers la tour de verre étincelante, qui représentait tout ce que Frank avait construit, une pensée unique et dévastatrice perça la panique d'Hélène. Ses recherches, ses fouilles nocturnes dans le passé de la famille Costello. Elle avait accédé à leur serveur sécurisé depuis son propre ordinateur portable.
Elle avait été prudente, utilisant le cryptage, mais un pirate informatique déterminé. Elle avait cherché une fissure dans la forteresse de Frank. Et si dans sa recherche, elle avait accidentellement laissé la porte grande ouverte? Et si la faille qu'ils allaient trouver, c'était elle? Le hall de Costello Industries était une scène de chaos contrôlé. Les gardes de sécurité de nuit étaient au sol, les mains liées par des attaches en plastique, signe clair d'un assaut professionnel et silencieux. La baie d'ascenseur privé était ouverte et sombre. Le courant avait été coupé. « Ils ne sont pas là pour voler de l'argent », dit Frank, sa voix dangereusement calme en examinant la scène. La rage avait disparu, remplacée par une concentration glaciale et mortelle. « Ils sont là pour voler des données, nos opérations, nos comptes, nos contacts, tout. » Il regarda Hélène, et dans ses yeux, elle vit l'horrible confirmation de ses craintes. Il savait. Ils en ont après les serveurs. « Les serveurs sont dans une chambre forte sécurisée à l'étage Pentouse, » déclara Serge, sortant un pistolet compact et lourd d'un étui de cheville. « Il faudrait 1 semaine pour la percer. »« Pas si vous avez les codes, » répliqua Frank, son regard toujours fixé sur Hélène. « Pas si quelqu'un leur a donné une clé. » L'accusation était tacite, mais elle pesait entre eux, lourde et suffocante. « Mon Dieu, pensa-t-elle, son sang se glaçant. Est-ce que j'ai fait ça? Ma quête d'information a-t-elle été l'acte de trahison ultime? »« Les escaliers, » ordonna Frank en se détournant d'elle. « Allons-y. » La montée des 60 étages fut une ascension éreintante à couper le souffle. À travers un bâtiment silencieux et mort. Les poumons d'Hélène brûlaient, ses jambes lui faisaient mal. Mais la douleur physique n'était rien comparée au maelstrom dans son esprit. Elle était venue ici pour être l'agent de sa destruction, et maintenant elle se dépêchait d'en empêcher une version différente, qu'elle avait peut-être involontairement provoquée. L'ironie était un acide amer dans sa gorge. Était-ce la justice? Était-ce la vengeance? Cela ressemblait à une blague malade et tordue. Ils débouchèrent à l'étage Pentouse, dans la zone de réception feutrée et moquetée. La peinture chaotique sur le mur semblait se moquer de la tension silencieuse. Frank se déplaçait avec la grâce d'un prédateur. Serge, un demi-pas derrière lui, une ombre loyale. Hélène suivait, son corps tremblant, se sentant totalement inutile, un fardeau. Les lourdes portes en bois du bureau de Frank étaient entr'ouvertes. De l'intérieur, il pouvait entendre le léger cliquetis rythmé d'un clavier. D'un signe de la main silencieux, Frank et Serge prirent position de chaque côté de l'embrasure. Frank jeta un dernier regard indéchiffrable à Hélène, puis il ouvrit la porte d'un coup de pied. Ils firent irruption dans la pièce. La scène était décevante. Pas d'armée de voyous, juste un homme assis au bureau de Frank, le dos tourné, tapant calmement sur l'ordinateur portable de Frank. Il ne tressaillit même pas à leur entrée violente. « Je me demandais quand tu comprendrais, Frankie, » dit l'homme, sa voix douce et familière. Il fit lentement pivoter le fauteuil en cuir pour leur faire face. C'était Julian Dubois, le charmant marchand d'art aux cheveux d'argent de Genève. Il sourit, une expression paresseuse et confiante sur son beau visage. Il n'était pas armé. Il n'en avait pas besoin. « Julian, » souffla Frank, sa voix un mélange d'incrédulité et de haine pure. « Tu travaillais pour les Antonelli ?»« Travailler pour eux ?» Julian rit, un son doux et condescendant. « Mon cher garçon, ma mère était une Antonelli. Je suis les Antonelli. Les jeunes imbéciles étaient mes cousins. De la chair à canon pour t'occuper. » Il fit un geste vers le magnifique bureau. « Tout ça, cet empire que tu as bâti sur le fantôme de ton père. C'est impressionnant. Mais tu as fait la même erreur que lui. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. » Ses yeux glissèrent de Frank pour se poser sur Hélène. « N'est-ce pas, ma chère ?» Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi parlez-vous » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vos activités nocturnes ont été des plus utiles, » dit Julian, son charmant sourire devenant cruel. « Vos empreintes numériques ont mené mes gens droit à la porte dérobée du serveur. Il a fallu un peu de travail, mais une faille reste une faille. Vous cherchiez un moyen de le détruire. Eh bien, félicitations, vous avez réussi. Je télécharge les derniers de ces fichiers en ce moment. Tout. Il sera ruiné. » C'était donc vrai. C'était elle. Elle avait été sa chute, simplement pas de la manière qu'elle avait jamais imaginée. Elle regarda Frank. Son visage était un masque de granit, mais elle pouvait voir la lueur d'une trahison profonde dans ses yeux.
C'était une blessure plus profonde que n'importe quelle balle. « Elle ne savait pas, » dit Frank, sa voix un grognement sourd. « C'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait entrer. »« Ah, quelle noblesse !» ricana Julian. « Protégez votre trophée, c'est dommage. Vous deux, vous avez une certaine poésie brisée ensemble. » Il baissa les yeux sur l'écran de l'ordinateur portable. Presque terminé. Et ensuite, la fin du chemin pour les Costello. À cet instant, quelque chose en Hélène se brisa. La confusion, la culpabilité, les loyautés conflictuelles, tout se consuma, laissant derrière lui un seul point de rage purificatrice. Cet homme, ce serpent en costume sur mesure, l'avait utilisé. Il avait utilisé son chagrin, manipulé sa mission et tordu sa quête de justice en un outil pour sa propre guerre mesquine. Il s'était moqué de la mémoire de son père et de celui de Frank. « Vous avez tort, » dit-elle, sa voix claire et froide, surprenant tout le monde dans la pièce. Elle fit un pas en avant. « Vous parlez de faille, » dit-elle, les yeux rivés sur ceux de Julian. « Mais vous en avez une aussi, une grosse. »« Ah oui ?» Julian semblait amusé. « Et quelle est-elle ?»« La vanité, » dit-elle. « Il fallait que vous soyez là en personne, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas laisser un de vos sbires le faire. Il fallait que vous soyez assis dans son fauteuil, à son bureau, pour savourer le moment. Vous n'êtes pas un stratège. Vous n'êtes qu'un pauvre petit garçon qui veut prouver qu'il est meilleur que l'homme qui a battu sa famille. » Le sourire de Julian vacilla, une lueur de colère dans ses yeux. Des mots bien tournés. « C'est plus que des mots, » dit Hélène, faisant un autre pas lent vers le bureau. Frank la regardait, son expression un mélange de confusion et de compréhension naissante. « Vous avez dit que vous téléchargiez les derniers fichiers, mais ce n'est pas le cas. Parce que Frank ne conserve pas ses données essentielles sur un serveur local, ce serait une faille. » Elle jeta un coup d'œil à Frank, une communication silencieuse passant entre eux. « Les fichiers les plus critiques, le véritable cœur de l'Empire, sont hors réseau. Ils sont sur un système fermé, complètement déconnecté de tout réseau. N'est-ce pas, Frank ?» Un lent et dangereux sourire se dessina sur le visage de Frank. Les vieilles méthodes sont les plus sûres. Le visage de Julian pâlit. Il fixa la barre de progression sur l'écran, puis de nouveau vers eux, son masque de supériorité suffisante se fissurant enfin. « Vous bluffez. »« Vraiment ?» dit Hélène, se tenant maintenant juste en face de lui, de l'autre côté du bureau. « Ce que vous téléchargez est un fantôme. Un fichier leurre, gonflé pour ressembler au vrai, conçu pour occuper un pirate assez longtemps pour que le système le trace. » Elle regarda le petit dragon de jade sur le coin du bureau, le talisman de Frank. Et à l'intérieur de ce fichier leurre se trouve un charmant petit virus qui, une fois le téléchargement terminé, effacera tous les disques connectés à votre réseau. Vous n'avez pas volé son royaume, Julian. Vous avez empoisonné le vôtre. Julian la dévisagea, son visage un masque d'horreur naissante. Il se jeta sur l'ordinateur portable pour arrêter le téléchargement, mais Serge fut plus rapide. Le grand homme traversa la pièce en deux enjambées, attrapant Julian et le soulevant de son fauteuil, comme s'il était un enfant. C'était fini. Dans le silence qui suivit, Hélène se tenait les mains appuyées sur le bureau de Frank, son corps tremblant. Elle leva les yeux et rencontra ceux de Frank. La méfiance avait disparu, remplacée par un flot brut et stupéfiant d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. « Comment saviez-vous » demanda-t-il, la voix rauque. « C'est vous qui me l'avez dit, » murmura-t-elle. « Vous avez dit que le secret était de connaître ses propres failles et de les protéger. J'ai parié que votre plus grande faille, votre paranoïa, était aussi votre plus grande force. » Il contourna le bureau jusqu'à se tenir devant elle. L'espace entre eux était électrique, tout comme il l'avait été dans son appartement, mais les fantômes avaient disparu. Il ne restait plus qu'eux. « Vous m'avez sauvé, Hélène, » dit-il, les mots lourds du poids de tout ce qu'ils avaient traversé. « Non, » dit-elle en le regardant, la vérité de son parcours enfin claire. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Il tendit la main, sa paume lui en serrant doucement la mâchoire, comme il l'avait fait auparavant. Mais cette fois, elle ne tressaillit pas. Cette fois, elle se blottit contre son contact, un geste d'acceptation, d'un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son pouce lui caressa la joue, un geste tendre, possessif. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle n'eut pas besoin de l'entendre. Dans ses yeux, elle vit la promesse d'une nouvelle histoire, une histoire non écrite par les fantômes de leur père, mais par eux. Elle était venue pour conquérir le chef de la mafia milliardaire, pour exposer ses secrets
et réduire son empire en cendres. Mais quelque part dans les cendres de sa vengeance, elle avait trouvé son cœur. Et dans la plus inattendue et la plus dangereuse des victoires, il avait conquis le sien. Il baissa la tête et cette fois, rien ne se mit en travers de leur chemin.